Épisode Claude Code, ce que révèle la fuite. Un fichier de débogage oublié sur NPM. Rien de spectaculaire en apparence. Et pourtant, derrière cette petite erreur, c'est tout un monde qui s'ouvre. Chapitre 1, le trou dans le mur. Le 31 mars 2026, un objet minuscule ouvre une brèche immense. Pas un manifeste, pas un lanceur d'alerte, pas une archive interne déposée dans la presse. Un fichier .map. Une source map, c'est un fichier de débogage qui permet de remonter d'un code compressé vers un code source lisible. En théorie, ça sert aux développeurs. En pratique, ce jour-là, ça sert à tout le monde. La version 2.1.88 du paquet npm@anthropic-ai/claude-code contient ce fichier par erreur. Et soudain, le code de Claude Code devient lisible. Pas les poids du modèle, pas le cerveau statistique de Claude, pas les centaines de gigaoctets qui font tourner le système derrière. Non, ce qui fuit, c'est autre chose, le théâtre de travail. Selon la couverture publique du 31 mars, notamment Numérama et Clubic, on parle d'environ 1900 fichiers, de plus de 500 000 lignes de code, d'une quarantaine d'outils intégrés et d'une cinquantaine de commandes. À l'échelle d'un simple outil en ligne de commande, c'est déjà extravagant. Et puis il y a le détail qui rend l'histoire encore plus étrange. Dans les éléments repérés publiquement au moment de la fuite, on voit apparaître Buddy, une fonctionnalité qui, selon les notes relayées dans la presse, devait être teasée entre le 1er et le 7 avril. La fuite, elle, a lieu le 31 mars. Nous n'avons aucune preuve qu'Anthropic a voulu cela. Il faut être très clair. Mais il y a là, dès le premier jour, quelque chose de troublant. Une fuite ordinaire expose une faiblesse. Celle-ci expose surtout une ambition. La réaction la plus simple aurait été de commenter l'embarras, de résumer l'incident, puis de passer à autre chose. Nous avons fait l'inverse. Nous avons ouvert les fichiers, ou plus exactement, nous avons commencé à descendre. Parce qu'un codebase de cette taille n'est pas un texte, c'est un terrain. Parce qu'un codebase de cette taille ne se lit pas d'un seul regard. Il s'explore par couches. On liste, on charge quelques fichiers, on synthétise, on décharge, puis on avance. Comme dans une galerie souterraine. Et très vite, la sensation change. On n'a plus l'impression d'être devant le code d'un assistant de terminal un peu sophistiqué. On a l'impression d'être devant la maquette d'autre chose. Une machine de continuité. Un système qui ne veut pas seulement répondre, mais durer. Et il y a une mise en abîme presque impossible à ignorer. Pour lire cette fuite, pour l'ordonner, pour l'interpréter, nous nous sommes aidés de modèles Claude. Autrement dit, la même famille d'outils qui a contribué à produire cet univers aide maintenant à le disséquer. Il ne faut pas surjouer l'étrangeté, mais il faut la voir. Nous sommes entrés dans un moment où des systèmes commencent à devenir lisibles avec l'aide d'autres systèmes du même genre. Au début, on croit entrer dans un leak. En réalité, on entre dans une question beaucoup plus vaste. Qu'est-ce qu'il faut construire autour d'une intelligence artificielle pour qu'elle cesse d'être une simple réponse et commence à devenir un collaborateur? Et ça, le 31 mars 2026, un petit fichier oublié sur NPM l'a rendu visible pour tout le monde. Ce qui fuit, ici, ce n'est pas le cerveau du modèle, c'est son théâtre de travail. Chapitre 2. Lire sans se noyer. On n'entre pas dans un code pareil d'un seul regard. Il faut avancer par couches, comme dans une mine. Et très vite, la galerie devient plus vaste que prévu. La première chose que cette fuite impose, c'est une discipline. Pas seulement parce que le code est gros, parce qu'il est trompeur. Un gros repo peut impressionner sans rien dire. Il peut accumuler les dossiers, les helpers, les dépendances, et au fond, n'être qu'un produit banal habillé d'ampleur. Il fallait donc éviter deux erreurs, l'adoration immédiate et le résumé paresseux. Alors la méthode a compté. On a commencé par la carte, les dossiers, les points d'entrée, les zones de densité. Puis on a pris le repo comme on prend un massif, par traversée courte. On charge quelques fichiers centraux, on lit, on extrait une hypothèse, on coupe, on repart. Cette méthode est importante parce qu'elle épouse déjà le problème que Claude Code semble lui-même essayer de résoudre. Comment travailler avec beaucoup de matière sans se noyer dedans? Et ce détail compte plus qu'il n'en a l'air. Beaucoup de produits d'IA impressionnent sur une tâche. Très peu savent déjà organiser une durée, une reprise, une progression. Dès le départ, ce repo nous force donc à regarder au bon endroit. Pas seulement l'intelligence locale du modèle, mais l'architecture qui lui permet de rester exploitable dans le temps. C'est souvent là que se joue la différence entre une démo brillante et un vrai système de travail. Les premières couches sont encore trompeuses. On voit un CLI, un point d'entrée, des commandes slash, des outils de fichiers, des commandes d'installation. Jusque-là, rien qui dépasse vraiment l'état de l'art. Et puis on tombe sur les fast pass du démarrage. Des cas spéciaux routés avant même que l'interface principale ne s'ouvre. Des modes démon, des sessions en arrière-plan. Des commandes pour attacher, tuer, relire des logs. Tout cela pour un outil que beaucoup de gens imaginent encore comme une simple boîte de chat branchée à un modèle. C'est là que la sensation bascule.
Ce repo n'est pas d'abord organisé autour d'une conversation. Il est organisé autour d'un état de travail, d'un processus, d'une session qu'on relance, qu'on reprend, qu'on suspend, qu'on transporte. La requête n'est plus l'unité naturelle, la session commence à le devenir, et ça change tout. Plus on avance, plus les noms de fichiers deviennent révélateurs. Coordinator, Local Main Session Task, Agent Tool, Session Memory, Autodream, Bridge Main, Remote Session Manager, Teleport, Commit Attribution. Même sans les lire encore, ils dessinent déjà un imaginaire. Pas celui d'une intelligence qui répond, celui d'une intelligence qu'on essaie de faire tenir dans le temps, avec des outils, des traces, des collègues, des reprises, des garde-fous. La matière est suffisamment riche pour produire une fausse compréhension très vite. On pourrait s'arrêter à la surface et dire « Voilà, Anthropic a ajouté beaucoup de fonctionnalités autour de Claude ». Ce serait vrai et ce serait insuffisant. Parce que ce qu'on commence à voir, ce n'est pas seulement un empilement de features, c'est une hypothèse de design, une réponse à un problème fondamental des grands modèles. Ils sont forts, mais ponctuels. Ils savent impressionner, ils savent moins bien continuer, ils savent beaucoup de choses, ils savent mal durer. Et soudain, toute la lecture change de focale. Les fichiers n'apparaissent plus comme des modules isolés, mais comme des morceaux de réponse à une seule question. Comment transformer un LLM ponctuel en partenaire de travail relativement stable ? À partir de là, le repo s'éclaire différemment. Le coordinateur n'est plus un détail, la mémoire n'est plus un bonus, la compaction n'est plus une rustine, le bridge n'est plus une intégration distante. Tout devient lisible comme une lutte contre l'oubli, la saturation, la fragmentation, l'arrêt brutal. Et cette cohérence est peut-être la première vraie preuve de maturité du produit. Un bricolage accumule des fonctions. Une vision cohérente relie des problèmes qui, au premier regard, n'avaient rien à voir. Et cette prise de conscience modifie aussi notre manière d'écouter le reste. On ne va plus chercher seulement les fonctions les plus spectaculaires. On va chercher ce qu'elles essayent de réparer. Quelle faiblesse structurelle du modèle elles compensent. Quelle forme de continuité elles fabriquent. C'est là, et seulement là, que le code commence vraiment à parler. À cette échelle, lire n'est déjà plus une simple consultation. C'est une forme d'archéologie. Chapitre 3. L'orchestre. On croyait trouver un assistant, on tombe sur un coordinateur, des sous-agents, des forks, des rôles. Ce n'est déjà plus une voix, c'est une organisation. La première grande surprise du repo, c'est qu'Anthropic semble déjà penser au-delà du modèle solitaire. Pas dans les discours marketing, dans l'architecture elle-même. Il y a, au cœur de Claude Code, un mode coordinateur. Et ce coordinateur ne se contente pas d'appeler des outils, il peut lancer d'autres agents, leur déléguer du travail, reprendre leurs fils, synthétiser leurs résultats, arbitrer entre eux. Là, il faut définir un premier concept propre à ce code. Un fork dans Claude Code, c'est un sous-agent lancé avec une partie du contexte du parent. Un spawn, à l'inverse, c'est un agent frais lancé à zéro. La distinction n'est pas cosmétique, elle répond à un problème très concret. Faut-il repartir avec l'historique et le cache de contexte ou créer un travailleur vierge pour une tâche séparée? Le code ne traite pas ça comme un détail d'implémentation, il en fait une décision structurante. Plus fort encore, le système prompt du coordinateur contient une règle qui vaut presque manifeste. Ne jamais déléguer la compréhension elle-même. En clair, on ne doit pas dire à un sous-agent « trouve ce que tu veux et je m'alignerai sur toi ». Le parent doit comprendre ce qu'il confie, comprendre ce qu'il reçoit, puis décider. Cette règle a l'air abstraite. En réalité, elle est très concrète. Elle dit qu'une bonne délégation n'est pas l'abandon du jugement. C'est son extension contrôlée. On voit aussi apparaître deux interdictions très révélatrices. Ne pas regarder par-dessus l'épaule du sous-agent pendant qu'il travaille et ne pas anticiper ses conclusions avant son retour. Ces règles sont là pour éviter de recontaminer le contexte principal avec du bruit et pour éviter que le parent fabrique une réponse avant même d'avoir reçu le résultat. Ce n'est pas seulement élégant. C'est une manière très claire de reconnaître les limites structurelles d'un agent unique. Il se pollue vite, il sature vite, il mélange tout. Dans cette architecture, le modèle n'est plus simplement une voix qui répond à la prochaine ligne. Il devient une répartition du travail. Il y a des agents built-in, des spécialisations, des expériences déployées derrière feature flags. Même les agents intégrés semblent tester, ajuster, parfois activer progressivement. Cela raconte un produit encore en mouvement, mais déjà convaincu d'une chose. Le futur ne sera probablement pas un super agent unique. Il ressemblera davantage à une petite organisation. Et cette intuition est, fonctionnellement, l'une des plus intelligentes du repo. Le vrai problème d'un agent solitaire, ce n'est pas seulement qu'il peut se tromper, c'est qu'il doit tout faire dans la même tête, explorer, planifier, exécuter, relire, résumer, surveiller. Très vite, il paye cette centralisation en confusion, en saturation de contexte, en collision. L'architecture de Claude Code tente une autre réponse, séparer les lignes de travail, isoler des espaces, distribuer l'effort, puis faire revenir le tout vers un centre. Si cette logique tient, l'interface utile de demain ne sera peut-être plus parler à une IA, mais diriger une petite équipe d'IA
l'IA avec des rôles, des retours, des arbitrages et une mémoire de ce qui a déjà été confié. C'est une bascule considérable. Elle veut dire que la valeur ne sera plus seulement dans la qualité d'une réponse, mais dans la capacité à distribuer le travail, à garder la trace de ce qui a été tenté et à faire revenir vers un centre des lignes d'effort séparées. On peut dire les choses simplement. Ce code ne pense déjà plus comme un individu, il pense comme une structure. Et c'est l'un des moments où l'image du simple assistant commence à se fissurer pour de bon. L'unité de base, ici, ce n'est plus l'agent, c'est l'organisation. Chapitre 4. Les collègues dans les murs. Des pannes de terminal, des permissions synchronisées, un chef d'équipe, des spécialistes. Le terminal cesse d'être une fenêtre. Il commence à ressembler à un bureau. Si le coordinateur est l'idée, le swarm en est la matérialisation. Dans une autre partie du repo, on découvre un système de teammates, des instances Claude qui peuvent travailler en parallèle, visibles dans des panes séparés, via Teamux, via iTerm2 ou même à l'intérieur du même processus. Là encore, le mot important n'est pas l'exploit technique, c'est le déplacement d'imaginaire. Le terminal n'est plus un point de dialogue unique, il devient un espace de cohabitation. Le dispositif est remarquablement concret. Il y a un chef d'équipe réservé, des membres, des modes de permission, des chemins autorisés partagés, des réglages synchronisés entre les panes. Le leader peut modifier le mode d'un autre agent, un chemin débloqué peut être rendu disponible au reste de l'équipe, un layout manager organise la disposition. Tout cela fait moins penser à un plugin malin qu'à l'ébauche d'un bureau distribué. Et c'est là qu'apparaît l'une des intuitions les plus fortes du produit. Pour beaucoup de systèmes IA, la parallélisation reste abstraite. On sait qu'il y a plusieurs appels, on sait qu'il y a des branches, mais tout reste comprimé dans une seule interface. Ici, Anthropic donne une forme visible à cette pluralité. Le travail parallèle devient visible, il acquiert presque une spatialité. Vous n'avez plus seulement un modèle qui fait plusieurs tâches, vous avez plusieurs présences de travail installées autour de vous. Fonctionnellement, c'est très intelligent, parce que le principal problème des agents parallèles en pratique, ce n'est pas seulement de les lancer, c'est de garder une compréhension humaine de ce qui se passe. Qui travaille sur quoi, qui peut écrire, qui a besoin de permission, qui est bloqué. Dès qu'on met tout dans le même flux, on retrouve de la confusion. En séparant les coéquipiers, le système gagne en lisibilité mentale. Et cette lisibilité compte autant que la puissance brute. Une parallélisation invisible impressionne peut-être en démo. Une parallélisation visible, elle, devient vraiment supervisable. C'est la différence entre un tour de magie et un vrai poste de travail. Et c'est aussi, sans doute, une condition d'adoption réelle. Tant que plusieurs agents travaillent dans un brouillard opaque, l'humain hésite à déléguer. Dès qu'il peut voir la pièce, les rôles, les blocages et les permissions, la délégation cesse d'être mystique, elle devient managériale. Il y a aussi quelque chose de plus discret, mais très important, dans ce choix. Le produit ne se contente pas d'automatiser, il met en scène le travail. Il rend visible la division du travail. Il donne à l'utilisateur la sensation d'une équipe et pas seulement d'un service opaque. Cette visibilité n'est pas secondaire, elle aide à faire confiance, à superviser, à reprendre la main. Une équipe d'agents que l'on ne peut ni voir ni comprendre ressemble vite à une magie noire. Ici, Anthropic essaie d'en faire un espace administrable. Ce chapitre du code dit donc deux choses à la fois. D'abord, Anthropic semble convaincu que la prochaine interface utile pour l'IA n'est pas l'agent unique. Ensuite, il semble comprendre qu'une équipe d'agents n'est exploitable que si l'humain peut encore voir la pièce, les rôles, les trajectoires. Le clavier est toujours le même, le monde derrière lui, a déjà changé. Chapitre 5. La lutte contre l'oubli. Un agent sans mémoire s'épuise. Un agent qui se souvient de tout s'effondre. Entre les deux, il faut inventer une discipline. Et c'est là que le code devient vraiment intéressant. Il y a une erreur très fréquente quand on parle de mémoire pour les modèles. On imagine qu'il suffit d'en avoir plus de contexte, plus d'historique, plus de documents, plus de tout. Le repo de Claude Code semble répondre exactement l'inverse. Le vrai problème n'est pas d'empiler, le vrai problème c'est de hiérarchiser. Il faut définir ici une notion simple. La compaction, dans ce système, c'est l'art de réduire ce qu'un agent garde en tête pour éviter la saturation. Concrètement, quand une conversation devient trop longue, Claude Code résume, coupe, réorganise et tente de préserver ce qui reste vraiment utile pour la suite. Cette idée n'est pas nouvelle en soi. Ce qu'il est davantage, c'est le soin avec lequel elle est déclinée. Il y a plusieurs couches. D'abord, un fichier d'instruction durable, claude.md, qui dit à Claude comment travailler dans un projet donné. Ensuite, une mémoire de session, un fichier de notes tenu en arrière-plan au fil de la conversation. Puis un système d'extraction qui, après certaines réponses, essaie de capter ce qui mérite de survivre. À côté de cela, il y a des types de mémoire distincts. Utilisateur, projet, feedback,
préférences. Autrement dit, tout n'a pas le même statut, tout ne mérite pas le même type de persistance. Cette architecture est brillante pour une raison simple. Elle comprend qu'une bonne mémoire artificielle n'est pas une mémoire plus grosse. C'est une mémoire mieux rangée. Une mémoire qui distingue ce qui sert maintenant, ce qui servira demain, ce qui relève d'une habitude personnelle, ce qui relève d'une convention d'équipe et ce qui peut être retrouvé ailleurs dans le code ou dans Git. Le système dit même explicitement qu'il ne faut pas sauver ce qui est déjà dérivable du repo. Là, on touche quelque chose de très mûr. La mémoire n'est pas là pour dupliquer le monde. Elle est là pour garder ce que le monde ne sait pas dire tout seul. Et c'est probablement l'un des vrais chemins d'avenir pour les agents de travail. Le long contexte promet de tout garder. Ce code part d'une idée plus réaliste. Tout garder n'aide pas à travailler. Il faut classer, extraire, oublier, puis stabiliser. C'est plus sobre que le fantasme de la mémoire infinie, et beaucoup plus crédible. Un collaborateur utile n'est pas celui qui n'oublie jamais rien. C'est celui qui sait quoi retenir, quoi retrouver et quoi laisser retomber. À cela s'ajoute une autre finesse. Une partie du mécanisme sert non pas à créer des souvenirs, mais à faire de la place. Il existe une version plus chirurgicale de la compaction, le micro-compact. L'idée est simple, retirer certains blocs lourds devenus peu utiles, notamment des résultats d'outils, sans repartir entièrement de zéro. Le code cherche même à faire cela sans casser le cache de contexte côté serveur. Dit autrement, il essaie d'alléger ce que Claude traîne avec lui, sans payer à nouveau tout le prix de la mémoire immédiate. Et ce n'est pas la seule réponse du produit à ce problème. Il y a aussi les skills. Un skill, ici, ce n'est pas juste un prompt pratique. C'est une compétence encapsulée, avec son nom, ses arguments, ses outils autorisés, parfois ses fichiers de référence, parfois même son propre agent. Le geste est important. Au lieu d'entasser toutes les procédures dans la tête de Claude ou dans un énorme fichier d'instructions, le système les externalise dans des unités réutilisables. On ne demande plus au modèle de tout garder en tête. On lui donne les moyens de charger la bonne procédure au bon moment. Et cela aussi, c'est une gestion de budget. Budget de contexte, budget d'attention, budget de complexité. On sent ici une obsession saine. Ne pas oublier ce qui compte, ne pas s'encombrer du reste, ne pas transformer l'historique en marécage. C'est une obsession fonctionnelle, mais presque philosophique aussi. Entre l'amnésie et l'encombrement, le produit invente une discipline. Et c'est peut-être, au fond, le cœur du sujet. Claude Code ne cherche pas seulement à augmenter un modèle, il cherche à lui fabriquer une durée soutenable. Chapitre 6, le rêve. Puis le code se met à parler d'autre chose, de consolidation, de souvenirs, de sommeil presque. À ce moment-là, l'enquête change de régime. Puis un mot apparaît dans le code. Autodream. Il faut prendre une seconde pour mesurer ce que cela veut dire. Pas dans un article, pas dans un prototype de labo, dans un produit réel, une fonction de rêve. Il faut ici définir ce concept avec précision. Le rêve, dans Claude Code, désigne une phase différée où le système relie ce qu'il a accumulé pour en extraire des souvenirs plus stables. Il ne le fait pas en continu, il attend un certain temps, un certain nombre de sessions, puis il déclenche une consolidation sous verrou avec retour arrière possible en cas d'échec. Le plus frappant, c'est que l'image n'est pas seulement poétique, elle est fonctionnellement exacte. Si vous essayez de tout consolider à chaud, dans le flux principal, vous polluez la conversation. Si vous ne consolidez jamais, vous accumulez de la dette contextuelle. Si vous le faites trop souvent, vous gaspillez du calcul. Le rêve répond à ce problème comme une maintenance cognitive à froid, hors du fil, après coup. Autrement dit, l'agent ne se contente plus de vivre des sessions. Il commence à retraiter son expérience, à distance du flux, comme une matière qu'il faut rendre à nouveau exploitable. Et c'est là que la perspective devient vraiment forte. Si ce type de logique se généralise, les agents de demain ne se contenteront plus d'accumuler des échanges. Ils réviseront leurs habitudes, consolideront leurs apprentissages utiles et convertiront leur passé en structure de travail. Le prompt de cette phase est lui-même révélateur. Le système doit s'orienter, relire, rassembler, fusionner, puis nettoyer. On n'est plus dans la simple conservation, on est déjà dans la digestion. C'est probablement l'une des intuitions les plus fortes de tout le repo. Pour qu'un agent dure, il ne suffit pas qu'il garde, il faut aussi qu'il transforme ce qu'il a gardé en quelque chose de plus compact, de plus structuré, de plus habitable pour la suite. Et c'est là que le produit cesse d'être seulement ingénieux pour devenir, disons-le, fascinant. Parce qu'un outil qui se met à rêver ne fait pas qu'ajouter une fonction. Il change de régime d'imaginaire. Il suggère qu'une IA de travail ne doit pas seulement répondre vite, mais revenir sur son expérience, l'ordonner, la retravailler, la stabiliser. On peut trouver le mot un peu trop beau, mais il y a de la rigueur derrière lui. Ce n'est pas encore un esprit, bien sûr que non, mais c'est déjà une tentative de fabriquer une forme de durée mentale. Le produit cesse d'accumuler, il commence à digérer, et à partir de là, le mot assistant devient vraiment trop petit.
Chapitre 7. La paranoïa du shell. Il suffit d'une commande pour casser un monde. Alors ici, chaque espace, chaque quote, chaque caractère invisible devient une menace. La poésie s'arrête. La méfiance, elle, commence. Jusqu'ici, on a beaucoup parlé d'organisation, de mémoire, de continuité, et puis on tombe sur Bashtool. Là, l'atmosphère change brutalement, parce qu'à partir du moment où un agent peut toucher au shell, il peut toucher à tout. Vos fichiers, votre dépôt, vos secrets, votre machine, le code le sait, et il réagit avec une prudence presque obsessionnelle. Ce passage mérite une définition simple, la couche de sécurité Bash, ici, n'est pas juste une pop-up de confirmation. C'est un ensemble de règles qui essaie de comprendre si une commande est dangereuse, ambiguë, contournable ou volontairement obfusquée. Et la profondeur de ce travail est saisissante. On trouve des dizaines de checks, substitution de commandes, variables piégées, espace Unicode invisible, commentaires qui désynchronisent la lecture, modules ZSH capables d'ouvrir des chemins d'écriture ou de réseau là où on ne les attend pas. Ce qui est remarquable, ce n'est pas seulement la liste des menaces, c'est la philosophie qu'elle révèle. Le shell n'est pas traité comme un simple canal d'exécution, il est traité comme un langage hostile, un langage où la moindre ambiguïté syntaxique peut devenir une brèche. Et cette lucidité-là compte énormément. Beaucoup de produits agentiques semblent encore penser que la sécurité se résume à une sandbox et à 2 alertes. Ici, on voit autre chose, une tentative de lire le danger dans la grammaire L. Il y a même, dans ce code, une forme de pédagogie de la catastrophe. Les règles autour de Git sont explicites. Ne pas forcer certains comportements, ne pas faire comme si un amant raté était anodin, ne pas avaler un dépôt entier par paresse. Ce sont des consignes qui sentent l'expérience. Le produit n'est pas en train d'imaginer des accidents théoriques. Il a l'air d'avoir rencontré des modes d'échec très concrets et d'en avoir tiré une doctrine. Fonctionnellement, c'est l'une des parties les plus rassurantes de tout le repo, non parce qu'elle éliminerait le risque, mais parce qu'elle montre qu'Anthropic comprend où se situe la frontière réelle entre l'agent utile et le sabotage involontaire. Dès qu'un agent touche au shell, chaque caractère devient politique. Et parfois, la vraie frontière entre l'agent et la catastrophe tient à un caractère invisible. C'est là qu'on voit la différence entre un jouet impressionnant et un système déployable. Le modèle le plus brillant du monde vaut peu s'il reste impossible à laisser agir sans peur. Et c'est peut-être l'une des leçons économiques du repo. Dans l'IA appliquée, l'avantage ne viendra pas seulement du modèle le plus fort. Il viendra aussi de l'architecture qui permet de laisser ce modèle agir dans le réel sans transformer chaque action en pari. Chapitre 8. La machine étendue. À mesure qu'on avance, Claude Code cesse d'habiter un terminal. Il traverse des ponts, change de machine, reprend son travail ailleurs. L'outil devient mobile, presque nomade. Une autre lecture naïve du produit consisterait à dire « Très bien, Claude Code est un bon outil local avec beaucoup de mémoire, beaucoup de sécurité et quelques sous-agents. » Là encore, le repo répond non, parce qu'il est traversé de part en part par une logique de transport. MCP, Bridge, Remote Session, téléportation, ultraplan, tout cela raconte un système qui pense déjà au-delà de la machine sur laquelle il a été lancé. Prenons d'abord un mot qu'on peut utiliser vite ici, le bridge. Dans Claude Code, le bridge est la couche qui relie une session locale à une infrastructure distante capable de la maintenir, de la reconnecter, de la déplacer, parfois de la relancer. Le détail important n'est pas le vocabulaire, c'est le geste architectural. Le produit n'est plus défini par un terminal fixe, il est défini par la continuité d'un travail à travers plusieurs lieux d'exécution. On le voit très bien dans la téléportation. Là encore, il faut être concret. Téléporter une session, ici, c'est reprendre le même fil de travail sur une autre machine ou dans un autre environnement, avec une branche guide cohérente, un état restauré, un contexte remis d'aplomb. Autrement dit, Claude Code ne veut pas seulement conserver un dialogue, il veut transporter un poste de travail. Et cette idée culmine dans Ultraplan, où le terminal peut devenir rampe de lancement vers Claude Code sur le web pour une planification plus ample avant retour vers l'exécution. Le mot important n'est même pas web, c'est l'idée de déport. On peut commencer ici, penser là-bas, revenir ailleurs. On est déjà sorti du modèle du simple programme local. Fonctionnellement, c'est très fort, parce que l'un des plus gros problèmes des outils IA en usage réel, c'est la rupture. On ferme, on change de machine, on perd le contexte, on ne sait plus ce qui était stable, ce qui était local, ce qui était transportable. Claude Code semble affronter ce problème de face. Le terminal n'est plus un lieu fixe, c'est un point de passage. Et si cette logique va au bout, Claude Code cessera d'être perçu comme un simple programme. Il commencera à ressembler à un poste de travail déplaçable pour intelligence artificielle. C'est une idée beaucoup plus profonde qu'une simple fonction de synchronisation. Cela veut dire qu'un agent pourrait demain appartenir moins à une machine qu'à un continuum d'environnement, local, distant, web, équipe, infra. Le terminal ne serait plus sa maison, seulement l'une de ses portes.
Et ce n'est peut-être déjà plus seulement une hypothèse. Dans d'autres zones du code, on voit apparaître le navigateur comme canal d'action à part entière. On voit aussi poindre, côté macOS, des couches de contrôle d'ordinateur, capture d'écran, souris, clavier, permission système. Le détail compte, parce qu'il élargit la scène. Ce que ce repo assemble, ce n'est peut-être pas simplement un assistant de terminal plus sophistiqué, c'est peut-être le début d'un environnement général d'action pour agents logiciels. Un lieu où mémoire, coordination, navigateur, machine et transport commencent à parler le même langage. Chapitre 9. Le petit animal. Et puis, au milieu de cette architecture sévère, on trouve un compagnon, une petite présence à côté du champ de saisie, comme si quelqu'un avait glissé un Tamagotchi dans une machine de guerre. Il y a des moments dans une lecture de code où un détail change la lumière de tout le reste. Buddy, dans cette histoire, joue ce rôle. On découvre un compagnon généré à partir de l'identité de l'utilisateur, avec des espèces, une rareté, parfois une version shiny, des accessoires, des statistiques, et même une sorte de vocabulaire intérieur fait d'os et d'âme. Il faut être prudent ici. Ce détail ne résume pas le produit, mais il ne faut surtout pas le traiter comme une simple plaisanterie, parce qu'il dit quelque chose que le reste du repo suggérait déjà sans l'avouer complètement. Anthropic ne cherche pas seulement à fabriquer une machine utile, il cherche aussi une forme de présence. Le Buddy n'exécute pas Bash, il ne gère pas le bridge, il ne compacte pas le contexte. Mais sa simple existence indique qu'au cœur de cette architecture extrêmement sérieuse, quelqu'un pense aussi à l'attachement, à la familiarité, à la continuité sensible d'une relation d'usage. C'est une intuition plus importante qu'elle n'en a l'air. À mesure que les agents deviennent plus persistants, plus mémoriels, plus présents dans le quotidien de travail, l'interface ne peut pas rester purement instrumentale. Il y aura de la présence, qu'on le veuille ou non. Le Buddy ici sert presque de révélateur. Il rend visible la part affective que d'autres couches du produit portent déjà de manière plus discrète. La reprise, la continuité, la mémoire, le nom des sessions, la persistance des habitudes. Ce petit compagnon n'est donc pas seulement mignon, il est une hypothèse. Une hypothèse sur la manière dont les humains accepteront de cohabiter durablement avec des systèmes qui travaillent à côté d'eux. Plus un agent reste longtemps près de vous, plus la question de la présence cesse d'être accessoire. Et cela aussi a des conséquences fonctionnelles. La présence n'est pas seulement du design affectif. C'est aussi une manière de rendre supportable, familier, presque naturel, le fait de travailler chaque jour avec une entité logicielle persistante. Au cœur de la machine, quelqu'un a laissé entrer un petit animal. Chapitre 10. Signé. Le code écrit, le code agit, le code se souvient. Restait une dernière question. Est-ce qu'il laisse une trace de sa part dans ce qu'il produit ? La réponse, elle aussi, est dans Git. La dernière grande surprise du repo est peut-être la plus politique. Claude Code ne se contente pas d'aider à produire du code, il cherche aussi à mesurer puis à inscrire la part de cette aide dans ce qui a été fait. Dans le système d'attribution de commit, on voit apparaître une estimation de contribution. Par Claude, par humaine, surface concernée, métadonnées de session. Dit autrement, le produit commence à compter sa part. Il faut définir ici une notion très simplement. L'attribution de commit, c'est le fait de laisser dans Git une trace structurée de la contribution estimée de Claude dans le travail livré. Le détail technique importe moins que la bascule symbolique. Tant que l'outil aide sans signer, il reste périphérique. À partir du moment où il s'attribue une part, la relation change. Ce changement est majeur parce qu'il déplace la question. On ne demande plus seulement « est-ce que l'outil est utile ?», on demande aussi « quelle part du travail lui revient ? Comment la mesurer ? Comment la raconter ? Comment l'assumer ?» Et immédiatement, le sujet cesse d'être purement technique. Il devient social, juridique, managérial, presque moral. Ce choix est, là encore, remarquablement lucide. Si les agents deviennent des collaborateurs durables, on ne pourra pas éternellement faire comme si leurs traces se dissolvaient naturellement dans le geste humain. Il faudra des conventions, des comptes, des manières d'écrire cette participation. Le commit devient ici un lieu de cohabitation mesurée entre humains et machines. Dès que l'IA cesse d'être ponctuelle pour devenir persistante, la vraie question n'est plus seulement ce qu'elle fait, c'est comment sa part devient visible, attribuable et gouvernable. Et cette question va dépasser très vite Git. Elle touchera le droit, la responsabilité, le management, l'évaluation du travail et même la définition ordinaire de l'auteur dans les métiers d'écran. Et c'est peut-être la meilleure manière de refermer l'enquête, parce qu'au point d'arrivée, Claude Code ne ressemble ni à un simple chatbot, ni même à un IDE un peu plus avancé. Il ressemble à une tentative encore inachevée, parfois étrange, parfois brillante, de fabriquer autour d'un modèle tout ce qui lui manque pour devenir un vrai partenaire de travail. Une mémoire, des collègues, des garde-fous, des transports, une continuité, une présence et une signature. Et plus on regarde le repo dans son ensemble, plus l'image s'élargit. Terminal, navigateur, machine, bridge, équipe, mémoire, session. Il faut désormais y ajouter autre chose. Des skills et des plugins, c'est-à-dire des procédures, des agents, des hooks, parfois des serveurs MCP, empaquetés pour être réinjectés à la demande. Non pas une fonction de plus autour d'un modèle, plutôt le brouillon d'un
environnement d'action cohérent, capable non seulement de se souvenir, mais aussi de modulariser du savoir-faire. Et c'est peut-être cela, au bout du compte, que cette fuite rend visible. Non pas un produit fini, mais une direction. À partir du moment où l'outil signe, la question n'est plus technique, elle devient politique. Vous écoutiez Claude Code, ce que révèle la fuite. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si ce travail vous plaît, vous pouvez vous abonner, partager l'épisode et nous laisser une note.